L'invité des matins, François Gémen, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur enseignant en sciences politiques à l'Université de Versailles et à l'Université de Liège, expert associé aux séries Sciences Po et spécialiste de la gouvernance globale et des migrations liées à l'environnement, entre autres, et à la géopolitique de l'environnement. Vous avez écrit quelques livres sur la question, Controverses climatiques, sciences et politique aux presses de Sciences Po en 2012 et Géopolitique du changement climatique chez Armand Collin en 2009. Aujourd'hui, le thème de l'émission, François Gémen, il est entièrement dédié à votre savoir et à vos compétences. Droit d'asile, droit du sol, droit du sang. Vous n'êtes pas sans savoir que, tandis qu'une campagne électorale qui en chassera d'ailleurs une autre, des municipales aux européennes, ont agité à nouveau, avec aussi actualité sur fond de Leonarda, des questions liées aux politiques migratoires. Vous savez que le Front National propose des mesures assez radicales pour contrôler l'immigration et que, de son côté, l'UMP, Jean-François Copé, avait exprimé le 22 octobre dernier sa volonté d'abolir le droit du sol, c'est-à-dire d'abolir l'acquisition de la nationalité pour un enfant né en France de parents étrangers. Bref, la question des politiques migratoires est plus que jamais dans le débat public, thème tellement sensible que, après tout, le projet de loi qui devait être présenté dans le courant de l'année a été reporté après échéance électorale des élections municipales. Alors, pour faire la part des choses, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, a d'ailleurs décidé de faire deux lois distinctes, une pour le droit d'asile spécifiquement et une autre sur l'immigration, pour que l'amalgame entre réfugiés et immigrés cesse. Il devait y avoir aujourd'hui d'ailleurs la remise d'un rapport par le député PS Jean-Louis Touraine et la sénatrice centriste Valérie Létard, un rapport qui était prévu pour aujourd'hui, qui a été repoussé en vue d'élaborer une loi, repoussée à la semaine prochaine pour une loi en 2014. Tenez, question d'abord, un réfugié et un immigré, c'est pas la même chose, François Gémen? C'est pas du tout la même chose, et c'est pour ça notamment que c'est important de faire deux projets de loi distincts, parce que pour le moment, le problème, c'est qu'on confond tout, qu'on confond le droit d'asile, qu'on confond l'immigration. Or, ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans la même situation, et par rapport auxquelles la France n'a pas du tout les mêmes obligations. Alors, la première partie de ces matins de France Culture, d'abord, premier droit de ce droit que l'on va traiter avec vous, le droit d'asile. Petit rappel. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, le droit d'asile? Il y a aujourd'hui dans le monde des tas de gens qui sont persécutés dans leur pays d'origine, qui sont persécutés en raison de leur appartenance à un groupe particulier, de leurs opinions politiques. Voilà, il y a des militants, des femmes qui sont excisées. Tous ces gens qui sont persécutés dans leur état d'origine ont le droit de quitter leur pays et de demander l'asile dans un autre pays, c'est-à-dire de demander la protection d'un autre pays contre les persécutions, les violences dont elles font l'objet. C'est de cela qu'on parle ici, le droit d'asile. C'est un droit qui est protégé, garanti par des conventions internationales, en particulier la Convention de Genève de 1951, qui définit le statut de réfugié. Et comme la France est signataire de cette convention, elle a donc des obligations par rapport aux personnes qui se présentent sur son territoire en réclamant la protection de la France. Et la France, si j'ose dire comme ça, elle l'a dans la peau, cette notion de droit d'asile, depuis très longtemps. Alors, la France a été une des principales puissances ça qui a date pas seulement de proposé 1950. la Convention de Genève. Non, bien sûr, c'est quelque chose de très ancien. La Convention de Genève est le dernier grand instrument international qui règle la question. Mais on peut faire remonter la question du droit d'asile à la paix de Westphalie, quand on garantit pour la première fois aux gens qui sont persécutés dans leur état d'origine le droit de quitter leur état. Et les premiers qui vont en faire usage, ce sont les Huguenots en France, après la révocation de l'édit de Nantes, qui vont quitter la France pour aller en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne, où ils seront d'ailleurs reçus à bras ouverts. Est-ce que cette sorte de tradition, cette sorte même plus comme ça, enfin de conviction, de combat, qu'est ce droit d'asile, qui date au moins 300 ans, vous venez de dire une date, on va dire au moins cela, est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à la France, dans le monde? Non. Disons que je dirais que la plupart des pays industrialisés aujourd'hui ont ratifié la Convention de Genève, et ces conventions aujourd'hui essayent d'harmoniser le droit d'asile. Ce qu'on constate, c'est que la Convention est appliquée de façon très très différente dans les différents pays, qui d'ailleurs ne font pas face au même type de demandes, notamment en fonction du nombre des demandes, en fonction des pays d'origine des demandes, et que donc en réalité, alors que chaque pays devrait appliquer la Convention de la même manière, et alors qu'on devrait avoir un régime harmonisé
dans l'ensemble des pays signataires de la Convention de Genève. Aujourd'hui, chaque pays n'en fait qu'à sa tête. Il n'y a aucune harmonisation de ce droit d'asile. C'est un vrai problème. Alors, quand on dit droit d'asile, et pour revenir sur l'actualité et les chiffres qui font débat aujourd'hui, encore tout de même une précision, monsieur le chercheur, le professeur. Quand on dit droit d'asile, on y met tous les asiles dans l'asile. Asile politique, asile économique, ou est-ce que... l'asile, c'est l'asile. Non, c'est-à-dire que ceux qui viennent demander l'asile, c'est-à-dire à peu près 70 000, vraisemblablement au cours de l'année 2013, c'est un chiffre qui est en augmentation assez régulière, notamment parce que les persécutions dans le monde sont aussi en augmentation régulière. Il y a à la fois des gens qui sont persécutés en raison de leur religion, de leurs opinions, etc. Il y a aussi des gens qui sont persécutés en raison de violences, de guerres, etc. Il y a des gens de plus en plus qui sont persécutés ou qui sont victimes de catastrophes naturelles ou de dégradation de leur environnement. Les Philippines encore récemment. Ceux-là n'ont pas droit à l'asile. Les seuls qui peuvent prétendre au droit d'asile, ce sont ceux qui sont persécutés en raison de leurs opinions, de leur religion, de leur appartenance à un groupe particulier, c'est-à-dire qui rentrent dans le cadre de la Convention de Genève, et ceux qui sont persécutés en raison de guerre et de violence à une protection humanitaire. Alors, un rapport récent, notamment un article du Monde du mois d'octobre, rapportait que donc la France atteint le seuil des 70 000 demandeurs de statut de réfugié par an. Le député UMP Éric Ciotti, rapporteur du budget de l'asile 2014, a déclaré que c'était un chiffre qui se situait au-delà de toutes les projections imaginées, qui dénote un système à bout de souffle. Est-ce que le système aujourd'hui du droit d'asile est à bout de souffle? Oui. Clairement, la manière dont l'asile est géré en France, ce n'est plus tenable, notamment en raison des délais qui sont imposés aux demandeurs d'asile. Aujourd'hui, ça prend un peu moins de 2 ans en moyenne pour que le dossier d'un demandeur d'asile soit traité. C'est-à-dire que pour que cette personne sache si elle a la possibilité de rester en France ou pas, c'est un système qui forcément coûte beaucoup d'argent à l'État, qui génère énormément de souffrances humaines et des situations tout à fait absurde et débile comme celle dans laquelle s'est trouvée cette adolescente kosovare Leonarda. Alors 70 000 demandeurs d'asile sur le territoire français. Alors les chiffres évidemment sont toujours impressionnants. On dit que c'est plus de 90% d'augmentation en 6 ans, tandis que l'État français prévoit seulement 23 000 places. 23, non. C'est-à-dire qu'il prévoit 23 000 places dans des centres d'accueil, donc dans des centres d'hébergement des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, il y a à peu près 47 000 demandeurs de places pour seulement 21 000 places, comme vous venez de le dire. Les autres sont hébergés dès lors dans des hôtels, ce qui évidemment coûte très cher à l'État. Et des hôtels qui brûlent. Notamment des hôtels qui brûlent, puisque c'est souvent des hôtels à la limite de la salubrité. Écoutez le témoignage d'Aziz Ghaffar. Il est afghan. Il a mis 4 ans avant d'obtenir le statut de réfugié à cause de problèmes administratifs. 4 ans donc de galère, sans arrêt, à la recherche d'un emploi et d'un endroit pour dormir. Il a finalement obtenu l'asile subsidiaire en 2012. Aziz Ghaffar au micro de Claire Duisabo. En 2012, j'ai téléphoné à mon famille. Il y a un jeune garçon de 7 ans qui est tué. Mais c'est pour ça que je suis sorti de là-bas. Après, je suis arrivé en France, et après, je suis allé au tribunal, et après, je suis sorti dehors, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de travail. Tous les 3 mois, j'ai un récépissé. Tout le temps, attends, tribunal, attends, on peut répondre parce que tu as les enfants en Grèce. Mais c'était très dur passer 4 ans à peu près, parce qu'après, quand j'ai trouvé travail, avec un Pakistanais restaurant, parce que moi, je comprends, je parle pakistanais. Et cette année, 2012, j'ai trouvé leur carte de séjour et asile. Voilà, donc Aziz Ghaffar. Alors, quels sont, selon vous, les remèdes, les pistes de réflexion qu'il faudrait amorcer, François Gémen? Je pense que la priorité absolue, c'est de réduire le temps de traitement des demandes. Le témoignage qu'on vient d'entendre, voilà quelqu'un qui manifestement est persécuté dans son pays. Il vient d'Afghanistan, on sait qu'il y a une guerre là-bas, on sait que c'est dangereux. Le problème, c'est que les demandeurs d'asile, dans ces cas-là, ne viennent pas avec un certificat de persécution. Bien sûr que non, puisqu'il faut les entendre chacun, et puisqu'ils sont persécutés par leur État, ce n'est pas leur État qui, évidemment, va leur délivrer un certificat. Donc il faut entendre chaque histoire individuelle, et la France, aujourd'hui, est dans une situation où elle rejette en première instance quasiment 90% des demandes qui lui sont adressées. Ceux qui sont en situation d'obtenir l'asile doivent attendre jusqu'à 4 ans, comme on l'a entendu dans le témoignage, c'est-à-dire 4 ans d'incertitude, 4 ans de souffrance, 4 ans de galère. Et donc aujourd'hui, la priorité, à mon sens, c'est de réduire drastiquement le temps de traitement des dossiers pour que les gens sachent simplement à quoi s'en tenir. Parce que quoi qu'il arrive, par exemple, fermer les frontières ou empêcher les gens de venir ici pour demander le droit d'asile, ça n'existe pas.
C'est complètement absurde, ça ne sert à rien. Toutes les études montrent que les mécanismes de fermeture des frontières, y compris des fermetures avec des obstacles physiques comme des murs ou des clôtures, ne ralentissent pas les flux migratoires. Ceux qui sont persécutés dans leur pays chercheront toujours à trouver l'asile ailleurs. Est-ce qu'il faut changer les modes pour délivrer justement et donner ce droit d'asile, les modes d'enquête sur ces réfugiés, les modes de l'interrogation, le fameux moment de l'OFPRA, l'entretien à l'OFPRA, où on demande à quelqu'un de raconter et de prouver au fond qu'il est réellement persécuté. Est-ce que cela aussi c'est quelque chose qui est à réformer? On sait bien que l'OFPRA, quoi qu'il arrive, est débordé effectivement par toutes les demandes. L'OFPRA est clairement débordé. Alors, pourquoi est-ce qu'on a autant de demandes d'asile? C'est à la fois parce qu'il y a une augmentation des crises et des persécutions dans le monde, mais aussi parce qu'on a réduit de plus en plus les portes de l'immigration légale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il est quasiment impossible en France de devenir un immigré légal, sauf si vous avez certains talents de cuisinier ou de footballeur particuliers. Et donc, beaucoup de gens qui souhaitent venir en France pour des raisons d'immigration économique, par exemple, utilisent la procédure du droit d'asile pour essayer d'obtenir un titre de séjour. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le droit d'asile, qui est en principe une obligation de la France, est devenu aussi, pour la France, un moyen de régulation de ces flux migratoires, puisque toute une série d'immigrés essaient d'utiliser la procédure du droit d'asile. Si on avait une politique d'immigration plus ouverte, ça réduirait forcément le nombre de demandes d'asile et ça permettrait de garantir l'asile à ceux qui en ont vraiment besoin. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut donc assouplir, plutôt que de les fermer, les règles concernant l'immigration économique? Ça serait positif à la fois pour les migrants, à la fois pour la France et pour les pays d'accueil, et pour les pays d'origine. C'est pas vraiment dans l'air du temps ce que vous dites. C'est pas du tout dans l'air du temps. Mais je pense que c'est pas dans l'air du temps, notamment parce que les discours sur l'immigration économique aujourd'hui et que l'agenda médiatique sur cette question est entièrement contrôlé par le Front National. Alors, je voudrais qu'on écoute Kamila Zibaiko-Verhagen, qui est membre du comité de vigilance dans les Alpes-Maritimes. Et elle raconte au fond cette question complexe de l'entretien de l'OFPRA pour les demandeurs d'asile. On va dire au moins 15 ou 20 minutes sont dédiées à écrire la situation administrative de la personne. Donc si elle est mariée, de quelle confession elle est, si elle a des enfants, où il se trouve, etc. Donc toute la première partie, c'est vraiment que de l'état civil. Ensuite, si vous enlevez à ça le temps de traduction, imaginez ce qui reste, avec des techniques d'entretien qui sont assez rapides, assez éprouvantes aussi pour les gens qui des fois ne se souviennent pas forcément à quelle date exacte les événements se sont déroulés, parce qu'on n'a pas tous les mêmes paramètres non plus dans le temps. Il y a des gens qui réfléchissent en termes de saison, en saison de pluie ou saison sèche, ou après le ramadan ou avant le ramadan. Donc vous voyez, le temps n'est pas tout à fait transposable. Et avec les malentendus qu'il peut y avoir dans un entretien avec un traducteur, pris par la vitesse, vous pouvez vous imaginer que bien des fois, les entretiens sont bâclés. Alors ça n'est pas prêt forcément de s'arranger, François Gében, parce qu'au fond, pour cette réforme-là, il y aurait 4 directives européennes qui risquent de ralentir la procédure à cause de l'obligation de systémisation d'entretien avec le demandeur en présence d'un avocat et même d'un enregistrement, ou par exemple l'obligation d'encadrement du renvoi dans les pays d'origine. Ça va devenir très compliqué, ça va devenir sans doute encore plus compliqué. C'est très compliqué pour le moment en raison du nombre de dossiers. Je pense que si on parvenait à faire réduire ce nombre de dossiers, ça deviendrait moins compliqué. Mais en même temps, ces directives que vous mentionnez sont aussi nécessaires pour garantir le respect des droits de celui qui demande l'asile et qui est au départ quelqu'un qui est persécuté dans son pays. Est-ce qu'il faut laisser les demandeurs d'asile, dont le dossier est en attente, est-ce qu'il faut les laisser leur permettre de travailler, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui? Absolument. Je pense que ça, c'est une aberration. Précisons bien, quand quelqu'un demande l'asile, il est en train de le demander, il fait les démarches, mais il a quelque chose qui lui garantit qu'il peut et qu'il est légal, on va dire, sur le territoire français, mais il est bien précisé en petit en bas de cette carte qu'il n'a pas le droit de travailler. Alors ça devient là aussi très compliqué pour lui. Donc forcément, tant que votre dossier est en attente, vous avez le droit de rester sur le territoire, mais vous n'avez pas le droit d'y travailler. Alors, ça ne poserait pas de problème si votre dossier était traité en 15 jours ou un mois. Le problème, c'est qu'on a des situations où les demandeurs d'asile attendent aujourd'hui à peu près 2 ans, certains 4 ans, comme celui qu'on a entendu. C'est des années pendant lesquelles ils n'ont pas le droit de travailler, dans lesquelles donc leur intégration est quelque part très lourdement handicapée. C'est aussi des années d'incertitude et des années pendant lesquelles l'État doit leur verser une allocation pour pallier leur manque de revenus. Et c'est donc aussi cela qui coûte cher à l'État. C'est une absurdité sans nom. Mais qui vient d'où? Parce que ça paraîtrait
tomber sous le sens que de se dire qu'il faut bien manger et essayer vaguement de s'abriter quelque part. Elle vient d'une loi puisqu'on est légal, qui plus est, entre guillemets. Ça vient d'une loi de 1991 où l'idée était de dire si jamais les demandeurs d'asile ont le droit de travailler, ils vont s'intégrer et donc ça sera plus difficile de les expulser après si jamais leur demande est rejetée. Alors, il faut bien préciser qu'il y a tout de même une allocation temporaire d'attente, la fameuse ATAB, et qui s'élève à 336 € par mois. Tout à fait, et qui coûte 150 millions d'euros à l'État chaque année. C'est 150 millions d'euros qu'on pourrait économiser si on permettait aux demandeurs d'asile de travailler. Est-ce qu'on peut, alors je sais bien qu'à gros traits, même si le sujet est plus délicat, mais savoir alors d'où ils viennent? On a cru un moment que l'explosion notamment des demandeurs d'asile en France venait de la Syrie, ce qui n'est pas le cas. Elle ne représente que 1,2% au total. C'est l'Albanie, le Kosovo, le Bangladesh? Oui. Alors tout à fait, donc c'est un fantasme absolu que d'imaginer que les révolutions dans les printemps arabes, les crises en Syrie ou en Libye, faut augmenter les demandes d'asile en France de ces pays. Vous démentez complètement ça au regard des chiffres? C'est tout à fait marginal si on regarde les chiffres. Les chiffres fluctuent évidemment d'année en année, à la fois en fonction des crises dans le monde, mais aussi en fonction, je dirais, des passeurs, puisque une série de ces demandeurs d'asile arrivent aussi via des réseaux qui sont parfois des réseaux criminels et qui donc ont certains pays de prédilection. Mais effectivement, quand on regarde les chiffres d'origine des demandes d'asile, souvent ce n'est pas ceux auxquels on s'attend. 8h16, c'est l'heure de retrouver la chronique de Brice Couturier. Rebonjour Brice. Rebonjour Marc et bonjour François Gémen. La question de l'immigration est l'enjeu de tel surinvestissement idéologique qu'il est devenu très difficile de se faire une idée précise de sa réalité démographique elle-même. Les chiffres sont difficiles à trouver, les données parfois falsifiées, les discussions entre spécialistes incompréhensibles. Comme l'écrit Christophe Guilly dans Fracture française, cette question reste un sujet sensible et parfois manipulé, comme si les pouvoirs publics estimaient que la population n'était pas encore mûre pour accepter la révolution démographique en cours. Et Michel Tribala parle de l'embrigadement des sciences sociales contre ceux qui pensent mal. Or, cette idéologisation du problème rend difficile toute discussion sérieuse sur ces enjeux sociétaux. On encourt l'accusation de racisme d'un côté, d'attentat à l'identité nationale de l'autre. Mais cette obscurité sur les réalités et cette interdiction d'en débattre ont l'effet inverse de celui qui est souhaité. Elles alimentent toutes sortes de fantasmes. Et c'est l'une des raisons qui ont poussé ces derniers mois à une radicalisation de l'opinion mesurée par les sondages à la poursuite de l'immigration dans les conditions actuelles. Quelques chiffres. Enquête Ipsos France 2013, les nouvelles fractures. Selon 70% des sondés, il y a trop d'étrangers en France. Et ils sont 62% à estimer, je cite, qu'on ne se sent plus chez soi comme avant. Selon IFOP, pour Valeurs Actuelles, ce mois-ci, il faut passer d'une immigration subie à une immigration choisie. 86% sont d'accord. Il n'était que 62% en avril 2006. Forte augmentation. Sondage BVA pour Le Parisien le mois dernier, 72% des sondés sont favorables à une réforme des règles de l'immigration mettant fin à l'acquisition automatique de la nationalité française pour les enfants nés en France de parents étrangers. Alors bien sûr, l'autre raison, c'est la crise économique, la remontée du chômage dans un pays où le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi atteint les 5 millions. Ne devrait-on pas adapter les flux migratoires aux capacités d'accueil ? Notamment aux emplois disponibles, sachant que le nombre de chômeurs est sensiblement plus élevé chez les immigrés originaires d'Afrique et du Maghreb, 23%, que dans le reste de la population, 8,5%, selon des chiffres communiqués en octobre l'année dernière par le ministère du Travail. Mais surtout, il y a le sentiment, justifié ou non, que le modèle d'intégration français, notre modèle, ne fonctionne plus correctement, que notre pays est entraîné vers un modèle multiculturaliste dont la plupart des pays européens qui l'avaient adopté sont précisément en train de revenir. Permettez-moi de citer un extrait d'un texte d'Amartya Sen, paru il y a déjà plusieurs années, que Le Monde avait traduit. Je cite Amartya Sen. « Si en Grande-Bretagne, une jeune femme issue d'une famille immigrée conservatrice souhaite sortir avec un jeune Anglais, elle fait un choix quasi irréprochable en termes de liberté multiculturelle. En revanche, la tentative faite par ses proches de l'en empêcher est une réaction très peu multiculturelle, car elle dénote une volonté de maintenir les cultures isolées les unes des autres sous ce que l'on pourrait appeler une forme de monoculture plurielle.
Or, de nos jours, c'est bien la position de ces parents qui semble avoir les faveurs des multiculturalistes zélés. L'histoire du multiculturalisme en Grande-Bretagne est très intéressante, ajoutait Amartya Sen. À cet égard, après une phase positive d'intégration multiculturelle, est venue en effet une phase de séparatisme et de confusion. Fin de citation. Alors cette évolution en ce moment, elle est critiquée en Grande-Bretagne par des auteurs que j'aime beaucoup, Kenan Malik ou David Goodhart, le directeur et fondateur de Prospect qui a quitté le journal il y a un an. Mais nous ne recueillons en France, hélas, aucune de leurs idées. Aucun écho de leurs idées ne nous parvient et c'est très dommage car ils ont de l'avance sur nous. Et pourtant, ici aussi en France, nous assistons à des phénomènes de ghettoisation, à des stratégies d'évitement fort bien décrits par Éric Morin. Le livre de Michel Tribala, Assimilation, la fin du modèle français, qui est récemment paru, est là-dessus extrêmement bien documenté. En gros, les populations autochtones ont parfois le sentiment qu'on leur demande un effort d'ouverture et de tolérance qui n'est pas forcément payé de retour. Et cela débouche dans les catégories populaires, chassées des villes par la gentrification et des banlieues par l'ethnicisation, sur un sentiment d'abandon analysé par Christophe Guilluy dans Fracture française. Il alimente un rejet du système politique en ensemble et la montée du vote protestataire. Enfin, il existe désormais, je le disais tout à l'heure, une concurrence entre ces petits blancs vivant difficilement dans le périurbain, les petites villes et les villages, et les quartiers populaires à forte concentration immigrée. Les premiers, je cite Michel Tribala, je cite Michel Tribala, se sentent exclus des grandes initiatives en matière de politique sociale, d'urbanisme et plus généralement d'aménagement du territoire, fermeture de classes, de postes, de gendarmerie, d'hôpitaux, de bureaux de poste. Ils regardent avec envie les efforts entrepris pour rendre plus agréables les fameux quartiers populaires dans le cadre du plan de rénovation dit plan Borloo. D'où le sentiment ressenti, ça c'est un nouveau sondage de l'IFOP, qu'on en fait plus pour les immigrés que pour les Français. Opinion qui est partagée actuellement par 67% des sondés de l'IFOP et il faut le souligner, 86% des ouvriers. Donc il y a bien là un phénomène de concurrence. Comment l'éviter ? Parce que l'éviter ferait évidemment dégonfler un petit peu le vote protestataire, ce que selon la démocratie a bien besoin. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Voilà, alors de très nombreux points. Nous avons quasiment encore presque une demi-heure pour en parler avec vous, François Gémen. Il y a énormément de choses dans ce que vous avez dit, beaucoup de choses que je partage. La première chose importante que vous avez dite, je pense, c'est le problème de l'opacité des chiffres et le problème que les chiffres ne sont pas connus de la population, ni même parfois des politiques, et on a un peu l'impression qu'il y a une certaine forme d'opacité qui est entretenue aussi par tous ceux qui souhaitent pouvoir... Attendez, ces chiffres-là, on les a bien au sommet de l'État. Bien sûr, ce sont des chiffres de l'INSEE, ce sont des chiffres de l'OCDE, ce sont des chiffres de l'INED. Simplement, on n'en organise aucune communication active, on n'en organise aucune publicité. Et donc, de ce fait, puisque ces chiffres ne sont pas connus alors qu'ils sont disponibles, l'ensemble du discours aujourd'hui sur l'immigration en France repose très largement sur des fantasmes, sur des peurs, sur des mensonges, et ça explique effectivement la montée du racisme dans l'opinion publique, la peur de l'étranger, que vous avez très bien cité, sondage à la pluie. Et donc je pense qu'il y a d'abord un grand devoir pour nous chercheurs, mais aussi pour les journalistes et pour les politiques, de communiquer ces chiffres et de les rendre accessibles au plus grand nombre. Je pense que c'est comme cela que chacun pourra réaliser quelles sont les réalités du phénomène migratoire aujourd'hui en France, très loin des fantasmes répandus notamment par le Front National, que chacun pourra réaliser l'apport bénéfique des migrations, notamment en termes économiques et en termes démographiques, qui est absolument essentiel sur ces deux plans, et que c'est comme ça qu'on pourra faire reculer le racisme et aussi faire reculer le Front National. Alors, vous donnez des chiffres. D'abord, expliquez-nous en deux mots, voilà, d'où ils sortent vos chiffres, comment vous travaillez et comment, au fond, vous arrivez à sortir des chiffres qui, effectivement, contredisent à peu près tout type de fantasmes. Alors, je crois que c'est très important de dire que ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres officiels produits par les agences statistiques nationales, c'est-à-dire l'INSEE, l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, et l'INED, l'Institut national d'études démographiques. Ce sont les trois principales sources de statistiques officielles. Une autre difficulté aussi, c'est qu'il est souvent difficile d'établir des catégories en matière de migration. Chaque migration est avant tout une histoire individuelle, et donc les migrants se prêtent assez peu à être introduits dans des catégories. Et donc,
on va, selon les catégories que l'on va choisir et que l'on va déterminer, on va pouvoir un peu manipuler ou transformer les chiffres. Et ça, effectivement, c'est très difficile sur un plan statistique de faire rentrer les migrants dans des catégories préétablies. Notamment parce que la migration est généralement multicausale, que les gens migrent pour une variété de raisons, qu'on n'est plus dans des schémas migratoires faciles où on va d'un pays A à un pays B, qu'il y a des étapes, des passages de transit, des passages de retour. Tout ça rend effectivement le phénomène migratoire extrêmement complexe et de plus en plus complexe. Néanmoins, ces chiffres existent et donc, à mon sens, il faut les communiquer. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on mélange tout. On mélange les flux et les stocks, on mélange les étrangers européens et non européens, on mélange l'immigration et l'asile, qui normalement sont deux questions très différentes, mais qui deviennent de plus en plus poreuses aujourd'hui, et on mélange aussi les questions d'immigration et les questions d'intégration. Or, ce sont deux politiques très différentes, et aujourd'hui, notamment en raison, et vous l'avez bien souligné dans votre chronique, en raison de difficultés et de problèmes dans les politiques d'intégration, on peut avoir l'impression qu'on est envahi d'immigrés ou que les immigrés sont partout, simplement parce que parfois, les statistiques nationales ne sont pas reflétées dans la réalité de certains quartiers, notamment en raison de politiques d'urbanisme ou d'aménagement du territoire. Alors, justement, ça, à mon avis, c'est la question la plus importante, c'est l'aménagement du territoire. Parce qu'effectivement, les immigrés en France, et c'est une caractéristique de notre système, sont concentrés dans certaines régions bien particulières. C'est l'Île-de-France et c'est PACA, en gros. Vous avez soulevé une question. Alors oui, vous parlez des chiffres. Moi, les chiffres que je voudrais donner, parce que c'est les seuls qui me paraissent fiables, c'est ceux de l'INSEE. En 2012, l'INSEE donne pour les naissances pour les 2 parents français, 650 000 naissances. Un parent français, l'autre étranger, 109 000 naissances. Les 2 parents étrangers, 60 000 naissances. Sur un total donc de 821 000 naissances. Mais je disais tout à l'heure, moi ce qui me paraît extravagant, c'est que non seulement on a du mal à obtenir les chiffres, mais qu'on ne discute pas de ce qui se passe à l'étranger, alors que certains pays ont sur ces questions d'immigration et d'intégration de l'avance sur nous. Je pense à la Grande-Bretagne, moi je suis les débats là-dessus grâce à un certain nombre de revues que je lis. Et par exemple, j'apprends qu'il y a eu un recensement en 2011, et là les Anglais, eux, ils sont d'une transparence totale. Pour l'Angleterre et le Pays de Galles, ça donne une proportion de non-britanniques de 20%, ce qui inclut 8 millions de personnes appartenant aux minorités visibles, soit 14% de la population, et 3 millions d'Européens de l'Est, Australiens et autres Irlandais, parce que vous savez qu'en Angleterre, les Irlandais se considéraient comme des blancs de deuxième catégorie. Et donc, je me demande si on n'aurait pas intérêt à avoir des statistiques aussi transparentes. Moyennant quoi, notre système républicain qui nous interdit de mesurer, parce qu'on a le précédent de Vichy avec les fichiers juifs, vous comprenez, donc effectivement on a des raisons d'être prudent dans ce pays, de mesurer les origines des gens en termes d'origine ethnique ou encore plus d'appartenance religieuse et culturelle, ne nous empêche pas à agir. On a une espèce de pudeur républicaine à demander aux gens d'où ils viennent. Après tout, une fois qu'ils sont français, ils sont français. Alors, François Gémen. Moi, à titre personnel, même si c'est une position qui ne fait pas consensus dans la communauté scientifique, à titre personnel, je suis favorable à l'introduction de statistiques ethniques en France. Pourquoi ? Parce que c'est à mon avis le meilleur moyen de lutter contre les discriminations et que si on ne possède pas ces chiffres, on ne peut pas lutter efficacement contre les discriminations. Or, aujourd'hui, ces discriminations... Ça suscite beaucoup de controverses. Cette position-là, souvenez-vous des travaux du Lagrange, qui n'est pas loin de cette position-là et qui fait débat. On dit que ce n'est pas républicain. Ça suscite énormément de controverses. Pourquoi ? Parce que la République française est construite sur cette image, qui à mon avis est un fantasme, de l'unicité du citoyen français, et donc sur l'idée qu'il ne peut pas y avoir différentes catégories de citoyens. Or, dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des discriminations. Il y a dans les faits différentes catégories de citoyens. Il y a des gens qui ont accès au marché du travail, d'autres qui n'en ont pas accès. Il y a des gens qui peuvent rentrer en boîte de nuit, d'autres qui ne le peuvent pas. Et donc, si on refuse de reconnaître dans les chiffres qu'il y a dans les faits différentes catégories de Français, on ne pourra pas lutter contre ces discriminations. Et à mon avis, c'est un élément essentiel pour faire progresser en France l'intégration des étrangers. Vous avez parlé des modèles étrangers, et je pense effectivement qu'on ferait bien de s'en inspirer dans une certaine mesure, notamment parce que le modèle d'intégration français a été pendant très longtemps un modèle assimilationniste, c'est-à-dire que tout le monde devait devenir le français type, et que donc il ne pouvait pas y avoir des différences dans les citoyens. Or, ces différences, elles existent, ce sont des différences culturelles, ce sont des différences de niveau d'éducation, de niveau de revenus. Je pense qu'il faut pouvoir les reconnaître et les embrasser aussi dans la diversité, et donc aller vers un modèle qui soit davantage multiculturel.
Agnès Benassi-Kéré. Oui, donc moi je suis assez d'accord avec ce qui est dit et le fait de bien séparer la question de l'immigration, la question de l'intégration des enfants d'immigrés, qui est assez différente en fait. Je voulais rappeler ce qu'on sait sur l'impact de l'immigration sur l'emploi. On sait aujourd'hui que l'emploi n'est pas un gâteau de taille donnée qu'il faudrait partager, et donc nécessairement l'entrée d'un immigré prendrait la place de quelqu'un d'autre. C'est le même raisonnement. Les immigrés prennent le travail des Français. C'est le même raisonnement qu'on peut faire, par exemple, quand on arrête les pré-retraites ou quand on encourage ou on cesse de décourager les femmes de rentrer sur le marché du travail. C'est exactement pareil. La question de l'impact de l'immigration sur l'emploi a un rapport avec est-ce que les immigrés sont substituables ou complémentaires par rapport aux autochtones. Et les études existantes tendent à dire que l'immigration est plutôt favorable à l'emploi, c'est-à-dire que l'effet de complémentarité domine, y compris pour l'immigration correspondant au regroupement familial, qui est majoritaire en fait. Parce que l'immigration économique, comme ça a été dit, est tout à fait marginale. L'immigration majoritaire, c'est l'immigration familiale. Voilà. Bien sûr. Voilà, y compris celle-là, parce que notamment, ça donne une main-d'œuvre qui est largement complémentaire de la main-d'œuvre déjà existante en France. Maintenant, je voulais juste dire que ce qui est vraiment très inquiétant, c'est plutôt la deuxième génération, le fait que les enfants d'immigrés, et ça nous remet nous en cause, les enfants d'immigrés s'en sortent moins bien que leurs parents, alors qu'ils ont bénéficié quand même du système scolaire français, ils ont appris le français dès le départ, on pourrait penser qu'ils s'en sortiraient mieux, ils s'en sortent moins bien. Clairement, c'est un problème de discrimination fondé largement sur la couleur de la peau. Alors, est-ce que c'est que ça ? Sur l'orientation. Sur l'orientation, sur le nom. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, c'est le contraire. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, c'est le contraire. Quand en Grande-Bretagne, les enfants d'immigrés ont de meilleurs résultats que les natifs. Donc ça pose quand même un problème à notre système d'éducation. Ça prouve qu'il ne marche pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une discrimination géographique ? Parce que moi, j'ai lu des choses comme quoi c'est pas seulement une discrimination donc ethnique, entre guillemets, mais le fait de donner sa commune de résidence engendre une discrimination. Évidemment. Bien sûr. Si vous dites que vous venez du 9-3 aujourd'hui, c'est une forme de discrimination auquel vous allez faire face. Vous avez dit des choses très importantes sur l'impact économique de l'immigration. On raisonne encore aujourd'hui dans ce fantasme qu'il y aurait en France un stock d'emplois fixes et que forcément, dès qu'un immigré occupe un emploi, c'est un emploi qui ne peut pas être attribué à un Français. Et donc, on est dans cette idée que les immigrés prendraient des emplois dans ce stock d'emplois fixes. C'est oublier qu'on vit dans une économie tertiaire où donc le stock d'emplois dépend en réalité du nombre de personnes à qui on fournit des services. Une économie tertiaire, c'est une économie qui est fondée sur la fourniture de services à la population. Et donc, les immigrés sont aussi des créateurs d'emplois. Et créent des entreprises, d'ailleurs. Et créent des entreprises. Moyennant quoi, nuance, vous connaissez sans doute les travaux de Borjas, qui s'appelle, un article qui s'appelle « Does Immigration Grease the Wheels of the Labour Market ?», qui montre assez clairement que l'immigration est très favorable aux revenus supérieurs à la moyenne, parce que les immigrés sont très peu qualifiés et qu'il y a un effet qui fait monter tout le monde d'un cran, mais qui rentre en concurrence avec les natifs peu qualifiés. Et là, il y a un problème. Et ça explique aussi pourquoi il y a du populisme. On entend souvent l'inverse. C'est qu'il y aurait trop d'immigrés et qu'à cause de ces immigrés-là, ça ferait donc du coup baisser le coût du travail. Ça profiterait aux patrons. Oui, sur les bas salaires, c'est non, l'impact sur les salaires, c'est pas confirmé. Il y a des expériences. Alors, qu'en est-il de la question ? Alors, François Gémen. Il suffit de donner les chiffres. Sur les salaires peu qualifiés en France, l'immigration a un impact positif de 0,5%. En moyenne, un impact de 0,27%, c'est les données OCDE. Et la France pourrait encore faire beaucoup mieux. Dans beaucoup de pays, l'immigration a un impact bien supérieur sur les salaires des natifs. C'est notamment dû au fort taux de chômage des immigrés en France que vous avez mentionné, qui résulte à la fois des discriminations dont ils sont l'objet et de l'interdiction qui est faite à beaucoup d'entre eux de travailler. Agnès Benassi-Kéré. En principe, on a en tête un schéma où l'immigration peu qualifiée augmenterait le chômage en France où on a un SMIC et baisserait les rémunérations aux États-Unis où le SMIC est très bas. En réalité, il y a les expériences qui ont eu lieu, notamment une expérience naturelle d'immigration massive de Cubains aux États-Unis, en Floride, n'ont pas confirmé cette crainte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un effet de court terme, oui, mais cet effet se dissipe. François Gémen. Et j'ajoute que l'effet aussi sur le taux d'emploi, donc sur le taux de chômage des natifs, est quasiment nul. Alors, vous dites, les chiffres. Cela dit, parfois, les chiffres, ils ont eux-mêmes leur propre ambiguïté. Que faut-il penser de cette estimation ? Puisqu'on dit au fond qu'il y a de 200 000 à 400 000 immigrés clandestins présents sur le sol français, mais que parmi ces personnes-là, ces 200 000 ou 400 000, 90% sont venus en France en toute légalité et se sont maintenus sur le territoire après que leur droit au séjour a expiré. Mais déjà, il faut bien reconnaître que 200 000 ou 400 000, c'est pas clair.
François Gémen. Bien sûr. D'abord, il y a un grand fantasme qui est de s'imaginer que les immigrés clandestins, c'est des gens qui franchissent la frontière illégalement. La plupart, comme vous le dites, ce sont des gens qui sont venus en France légalement, qui se sont installés en France, qui ont parfois épousé un Français ou une Française, qui ont scolarisé leurs enfants, et puis, à un moment donné, leur visa a expiré, et ces gens sont restés en France. Et donc, c'est très important. Ils travaillent généralement. Ils travaillent, ils sont généralement très bien intégrés. Et donc, ce terme de clandestin aussi, il faut le relativiser. Ce sont juste des gens qui n'ont pas des papiers en règle. C'est ce qu'on appelle les sans-papiers. Pas tout à fait. Est-ce que c'est eux ou pas? Pas tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que les sans-papiers, ce sont des gens dont les demandes d'asile ont été rejetées et qui donc se retrouvent, restent néanmoins en France et attendent d'être expulsés potentiellement. Mais donc les sans-papiers, c'est une catégorie spécifique de gens qui sont arrivés en France. Alors, tandis que les autres étaient entrés illégalement. Tandis que les autres étaient rentrés légalement. 200 000 ou 400 000? C'est impossible à dire, il n'y a forcément pas de statistiques sur... Bon, mais est-ce que c'est cela qui devrait justement induire, d'une autre manière que ce que l'on peut voir aujourd'hui, une réforme de l'immigration? Aujourd'hui... C'est-à-dire que les anciens légaux, au fond, le restent. Tout à fait. Et sans trop de difficultés. Et c'est pour ça qu'on organise de temps à autre des opérations de régularisation pour permettre à ces gens qui sont intégrés et travaillent en France d'obtenir des papiers et de régulariser leur situation. Aujourd'hui, je pense, un des problèmes essentiels, c'est qu'il est devenu quasiment impossible d'obtenir un visa pour entrer légalement en France. Si vous n'avez pas de compétences particulières, la blague dit, si vous n'êtes pas un footballeur de haut niveau, il n'y a quasiment aucune possibilité que vous obteniez un visa légal pour venir travailler en France. Et donc la plupart doivent venir soit comme étudiants, doivent venir soit comme touristes, et puis alors restent en France une fois que leur visa est expiré. Et beaucoup choisissent de venir aussi via la procédure de demande d'asile, ce qui engorge le dossier de l'asile aujourd'hui. Alors, tout de même, à ce stade de la discussion avec vous, François Gémen, vraiment une question à nouveau se pose. Après tout, je parle aussi sous le contrôle d'Agnès Bella-Siquéré. Tout de même, si les chiffres exacts que vous donnez, et si on les croit, on va dire qu'on les croit, puisque d'abord, ils ne sont pas de vous, mais donc d'instituts, notamment sérieux comme l'INSEE, si ces chiffres-là sont censés ensuite combattre, au fond, sur les questions politiques, des fantasmes ou des idées un peu paradoxales et extrêmes, comment se fait-il que dans les débats électoraux, je repose la question, l'État n'utilise pas ces chiffres-là pour, au moins, de façon factuelle, calmer les grognes, les colères, les fantasmes? Pourquoi les chiffres des chercheurs ne sont pas ceux des hommes politiques? Parce que je pense que les hommes politiques ont démissionné sur cette question à partir du milieu des années 80, quand ils ont accepté l'idée émise par l'extrême droite que l'immigration était un problème. À partir du milieu vous dites qu'ils ont accepté l'idée que l'immigration était un problème. Et donc on a commencé c'est l'opinion majoritaire de leurs électeurs. C'est l'opinion majoritaire de leurs électeurs. On peut comprendre je pense qu'il y a une victoire fondamentale de l'extrême droite à partir du milieu des années 80, quand elle parvient à imposer l'idée que l'immigration est un problème auquel il faut trouver des solutions. Moi je réfute et je récuse catégoriquement cette idée que ce soit l'immigration qui soit en elle-même un problème. Et donc, tant la gauche que la droite ont commencé à dire, à partir du milieu des années 80, le Front National apporte des fausses solutions, des mauvaises solutions à un vrai problème. Mais là, elle pouvait très bien donner les chiffres, les vrais chiffres. Et c'est là, à mon avis, qu'une faillite très grave de la classe politique dans son ensemble, c'est d'avoir reconnu, d'avoir accepté ce postulat central du Front National que l'immigration était un problème. Je pense que c'est contre ce postulat que nous devons lutter aujourd'hui. Ça ne veut pas dire être naïf ou angélique. Je reconnais bien sûr qu'il y a toute une série de problèmes qui sont associés à l'immigration, notamment dans les banlieues, notamment avec les plans d'urbanisme, mais je récuse absolument l'idée que ce soit l'immigration en elle-même qui soit un problème. Je pense que l'immigration est bénéfique pour la société et pour les migrants. Mais vous disiez vous-même qu'il ne faut pas parler de l'immigration en tant que telle d'une manière générale et aussi globale, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a des immigrations qui sont des problèmes et des immigrations qui sont des solutions. On a besoin d'immigrés qualifiés et on n'arrête pas d'essayer d'en faire venir. On a parfois du mal quand il s'agit de médecins et d'infirmières. Et il y a effectivement des immigrations qui sont des problèmes parce que c'est des immigrés non qualifiés et qu'il faut pas mal d'années pour arriver à les qualifier et les mettre sur le marché du travail. Donc on ne peut pas parler de l'immigration de manière aussi générale. Et peut-être que le problème politique de fond, c'est que précisément c'est ce que font les hommes politiques. Alors, tout à fait. François Gémen, le reproche de Brice Couturier. Je suis assez d'accord avec vous quand vous dites que parler de l'immigration en général, c'est méconnaître la complexité du phénomène migratoire et la diversité des histoires individuelles de migration. Et c'est aussi pour ça que c'est important de bien préciser qui vient et pour quelles raisons
et de ne pas mélanger notamment les questions d'asile et d'immigration. Est-ce que, à ce sujet-là, sur les questions européennes et de comparatisme, cher à Brice Couturier, il y a des pays qui, de toute façon, seront obligatoirement amenés à accepter la réalité de ces chiffres pour des raisons économiques. On pense à l'Allemagne, on entend que l'Allemagne vieillit et que l'Allemagne, elle, ne va pas rechigner à faire venir à tour de bras des familles immigrées, des immigrés pour travailler. En Europe, aujourd'hui, il n'y a guère que la France et l'Irlande qui aient des taux de natalité supérieurs au taux de remplacement naturel de la population. Toutes les autres nations européennes ont des taux de natalité qui sont inférieurs au taux de remplacement. Et donc, s'ils veulent maintenir leur population, il leur faut de l'immigration. En France, par contre, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a des gens qui arrivent, il y a aussi des gens qui sortent. Et que la France, par exemple, a un solde migratoire, c'est-à-dire la différence... Qui sortent pas expulsés par les ministères de l'Intérieur, qui sortent naturellement. Qui sortent naturellement, des Français qui veulent émigrer, qui veulent aller voir ailleurs, qui sont malheureux de leur situation en France. Et donc, on a, si on prend par exemple... Y compris des immigrés qui ne sont pas contents de ce qu'ils trouvent ici et qui sont beaucoup mieux traités ailleurs. Chez eux, qui sont oublie toujours cela. Bien entendu. Et donc, en 2011, il y a 213 000 personnes qui ont quitté la France, il y a 267 000 personnes qui sont rentrées, ça fait un solde migratoire, donc la différence entre les entrées et les sorties, de 54 000 personnes, un tout qui est stable depuis au moins 3 ou 4 ans. Agnès Benassi-Kéré, alors on arrive au bout de l'émission. Je ne suis pas tout à fait convaincue qu'il ne faille pas parler d'immigration dans son ensemble. Le lien entre immigration et croissance, c'est très difficile à savoir puisque plus de croissance attire l'immigration et donc on ne sait pas très bien si c'est où est la poule et où est l'œuf. Mais des travaux qui ont été effectués tentent à montrer que l'immigration dans son ensemble, y compris les non qualifiés, élève le taux de croissance. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Quand on parle d'immigration choisie, les pays qui ont fait de l'immigration choisie, c'est pas un succès énorme, c'est pas facile à mettre en œuvre et encore une fois, même les immigrés non qualifiés peuvent nous apporter beaucoup. Alors, François Gémen. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je dis simplement que je pense qu'il faut reconnaître aussi la diversité du phénomène migratoire et que tout le monde ne vient pas pour les mêmes raisons. Mais vous avez raison de dire que si on prend les chiffres globalisés, il est certain que l'apport économique de l'immigration, quelle qu'elle soit, des demandeurs d'asile, des gens qui viennent pour le regroupement familial, des gens qui sont très qualifiés ou peu qualifiés, est très largement positive à la fois pour l'économie et pour la démographie. François Gémen, pour terminer, à la lecture des chiffres qui induisent chez vous un discours rationnel et calme, vous êtes tout de même inquiet, au fond, sur la situation française, avec ce que, au fond, ces politiques qui ne prennent pas la rationalité des études en compte, mais plutôt la question électorale, pour vous, vous dites, au fond, conduisent depuis 30 ans, par exemple, à ce qui s'est passé avec Christiane Taubira ? Tout à fait. Je pense que clairement, la montée du racisme qu'on observe aujourd'hui en France est très liée à cette domination dans l'agenda politique et médiatique des thèmes du Front National, où tout le monde aujourd'hui se positionne par rapport à ce que dit et fait le Front National. Et je pense que vraiment, oui, je suis inquiet de cela. Je suis inquiet aussi de cette lutte permanente contre l'immigration, de cette fermeture des frontières et de ce discours qui se radicalise de plus en plus et qui me paraît aller tout à fait à l'encontre des idéaux de la Révolution française. Quelque part, une politique d'immigration ouverte et humaine, je pense que c'est avant tout une question de lutte contre les privilèges de naissance. Et je trouve insupportable l'idée que votre vie soit déterminée largement par l'endroit où vous êtes né. Et je pense que permettre à chacun de migrer librement, à la fois c'est une évolution structurelle du monde et c'est aussi une façon de lutter contre les privilèges de naissance. Je peux partir aux États-Unis ? Merci. François Gémen, restez avec nous dans un instant, ce qui nous arrive avec Xavier Delaporte, Mathieu Conquet et Sabine Audrery. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est lui-là? Complément toqué, ce mec-là, complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis ça brignole, les gars. Et les drômes bizarres, les gars. Ça passe comme ça. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est lui-là? Il a un drôle d'accent, ce gars-là. Il a un drôle de voix. On va pas se l'échauffer, les gars. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Non mais je savais pas, mon petit gars. On va le mettre en prison, ce type-là. S'il continue comme ça, s'il continue comme ça. Je ne suis pas un playboy, je ne peux pas de mine. Avec ma grosse moustache et mon long nez de fouine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris au fil, elles veulent toujours me mener coucher dans les familles. Et les maris disent de moi: qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est lui-là? Complément toqué, ces mecs-là. Complément gaga.
Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis ça brignole, les gars. Et les drômes bizarres, les gars. Ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Ce n'est pas ma faute à moi si les femmes est mariées préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Elles aiment mes cheveux blonds, mes épaules sont. Mais je crois ce qu'est-ce que fait, c'est mon petit vétron. Et les maris disent de moi. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que c'est lui-là? Complément torqué, ce mec-là. Complément gaga. Il a un drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Et puis ça brignole, les gars. Et les drômes bizarres, les gars. Ça se passera pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Si vous saviez comme c'est beau d'être très bien dans sa peau. Et à 8h45, ceux qui nous arrivent sur la toile en musique et avec Sabine Audrery en littérature. Tout d'abord, Xavier Delaporte, bonjour. Bonjour Marc Voincher, bonjour à Que tous. nous arrive-t-il sur la toile ? Et si les nouvelles technologies nous obligeaient à envisager différemment les migrations? Alors ce n'est pas moi qui émets cette hypothèse, je n'oserais pas, mais une chercheuse de Télécom Paris Tech du nom de Dana Diminescu, qui mène, peut-être vous la connaissez François Gémen, qui mène depuis des années un travail passionnant. Alors Dana Diminescu, ce qui est intéressant, n'est pas au départ spécialisée dans les nouvelles technologies. Son objet, ce sont les migrations, qu'elle a longtemps étudiées avec les outils scientifiques traditionnels. Mais c'est en travaillant sur les migrants qu'elle s'est aperçue, vers le milieu des années 2000, qu'un nouveau paradigme était apparu avec l'usage répandu des nouvelles technologies, une réalité nouvelle donc à laquelle elle a donné le nom de migrants connectés. Alors son constat est très simple, les migrants d'aujourd'hui ne sont pas des déconnectés. Bien au contraire, ils sont des usagers comme les autres, voire plus que les autres parfois, des outils numériques. C'est par exemple le simple téléphone portable qui va permettre d'être joint partout et tout le temps, le secrétariat des pauvres, dit Dana Diminescu, mais qui peut aussi servir à faire transiter de l'argent par simple texto par exemple. Si le téléphone est plus élaboré, ça peut être par exemple des plateformes de discussion en ligne, de chat, ou même un moyen de faire partager sa expérience, de documenter les étapes de son trajet compliqué. Vous disiez, François Gémen, on a vu par exemple des petits films enregistrés sur leur téléphone par des migrants traversant les montagnes turques, etc. Pour ceux qui sont plus installés et qui ont les moyens, ça peut être l'Internet. Alors par exemple, les sites de rencontres qui favorisent dans le pays d'arrivée les rapports ou les mariages intracommunautaires. C'est pas rien ça, de mettre en lien des gens d'une même communauté. Ou alors Skype. Skype, vous savez, c'est ce qui permet donc de téléphoner via Internet et de se voir pendant qu'on se parle. Et il y a un usage très intéressant de Skype, par exemple, dans la communauté philippine. Comment des mères qui sont venues travailler en Europe sans leurs enfants s'équipent dès qu'elles peuvent d'un ordinateur, qu'elles allument dès qu'elles sont chez elles, ce qui leur permet de voir leurs enfants rester au pays dans la famille. Et donc on peut même avec le décalage horaire, partager un repas, voir les enfants passer, s'habiller, rire, avoir l'impression de partager une sorte de quotidien à travers cette fenêtre numérique qui est ouverte presque gratuitement sur cet ailleurs. Alors tout ça n'est pas du tout anodin, parce que c'est un bouleversement presque total dans la manière dont on conçoit la migration. Parce que dans la suite des admirables travaux qui avaient été menés par Abdelmalek Sayed, on continue souvent d'envisager le migrant dans la perspective de la double absence, c'est-à-dire absence au pays d'origine et absence au pays d'installation. Or, il semble que ce ne soit plus complètement le cas. Le migrant contemporain reste en lien avec son pays d'origine, lien affectif, lien informatif, quasiment quotidiennement. Et ça change beaucoup de choses. Pour les parents isolés de leurs enfants, par exemple, ça peut atténuer la sensation d'arrachement. En même temps, ça crée d'autres difficultés. Et ces mères, par exemple, qui voient leurs enfants tous les jours par Skype, ressentent difficilement ce qui est à la fois une présence, mais aussi une forme d'impuissance concrète à agir sur l'éducation de l'enfant. Donc c'est pas un déracinement, mais ça peut être parfois aussi dur. Alors il faut aussi mesurer les implications politiques de ces migrations connectées. Parce que toute l'idée qu'il faut intégrer le migrant, ou plutôt d'ailleurs que le migrant doit s'intégrer, repose sur l'idée qu'il est désintégré, qu'il est déraciné. Or, on voit bien que c'est pas le cas. Le migrant connecté n'est pas un déraciné. Il se débarrasse pas d'une culture ou d'une sociabilité pour en embrasser une autre, et il le fera sans doute de moins en moins à mesure que les usages des outils numériques se répandront chez les migrants. Mais alors on peut se poser une question, est-ce que ces technologies ne favorisent pas une forme de dégotoisation en enfermant le migrant sur sa famille restée au pays ou sur sa communauté dans le pays d'arrivée? Eh bien, les travaux menés par Dana Diminescu apportent une conclusion tout à fait différente. La relation au pays d'accueil est, selon elle et selon ses études, d'autant plus fertile en termes social et professionnels que les liens avec le pays d'origine et la communauté d'origine sont maintenus et en grande partie grâce aux nouvelles technologies. Alors, j'aurais bien aimé avoir une conclusion, mais j'ai eu un problème d'imprimante, donc je suis arrivé en courant, donc j'ai pas de conclusion. Voilà. On va demander un petit mot de commentaire. Je vous voyais intéressé par la chronique, François Gémen. C'est tout à fait vrai et c'est tout à fait important. Vous auriez pu parler aussi du rôle des médias, de la possibilité que les nouvelles technologies font que les migrants aujourd'hui peuvent rester connectés à la télévision, à la radio de leur pays d'origine et donc continuer à intervenir aussi dans le débat de leur pays d'origine.
Et les recherches montrent que plus ces liens avec le pays d'origine sont forts, plus ça favorise aussi l'intégration dans le pays d'accueil, ce qui permet aux migrants d'avoir en réalité des identités multiples qui se renforcent l'une et l'autre. On n'est plus aujourd'hui dans un monde d'exclusivité, de culture ou d'identité, comme certains voudraient encore le faire croire. Ce qui nous arrive sur la toile